Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission consacrée aux aînés, une émission sur Afrique Première, tout en ligne. Nous avons une chance énorme que d'avoir toute une bibliothèque à nous sur le net qu'on peut voir partout dans le monde. Nous sommes très heureux de les accueillir sur Afrique Première. Eh bien, il y a toute une équipe, une joyeuse famille maintenant avec Dey Marifal, avec Ibrahim Abba, avec Biram Faye, avec Maïmouna, et puis Jean-Marie, notre Jean-Marie national gabonais. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes chanceuses, Maïmouna, puisque nous représentons cette jeune génération, j'ai envie de dire cette petite génération qui a tant à apprendre également. Et donc, on a la chance d'avoir des monuments vivants avec nous. C'est la section sénégalaise du RIFA qui accueille effectivement cette première et qui va donner le ton. Alors, Dey Marifal, merci donc pour ce partenariat qui continue et c'est toujours avec plaisir. Tout à l'heure, je vais vous laisser effectivement dérouler le synopsis de cette belle émission. Mais tout d'abord, pour nos spectateurs, je vais vous demander de présenter le RIFA avant même de commencer effectivement cette émission Chosan. Vous allez nous dire aussi ce que ça signifie et en quelle langue Chosan, ce que ça signifie évidemment et en quelle langue c'est dit. Merci beaucoup Dey Marifal. Vous avez donc la parole et on y va pour 60 minutes d'émission sur Afrique Première dans cette émission consacrée aux aînés. Merci infiniment Mélina. Ainsi pour dire la raison pour laquelle Chosan a été utilisé comme terminologie pour l'émission organisée par le RIFA, c'est parce que Chosan veut dire en Wolof, l'une des 14 langues parlées au Sénégal, la langue Wolof, et qui veut dire origine, qui veut dire coutume, qui veut dire tradition, donc qui veut dire énormément de choses qui nous ramènent à ce que nous sommes dans notre culture. Donc, nous, aînés. Le RIFA, c'est le réseau international francophone des aînés, qui a son siège à Paris, mais qui a essaimé à travers l'Afrique. Donc, nous avons une section sénégalaise, une section burkinabé, une section gabonaise, une section burundaise, une section, moi je dis souvent zaïroise, mais congolaise, mais Congo de RDC. Et donc, voilà, nous avons plusieurs sections qui fonctionnent, mais on en a qui sont en train de se faire, comme Cameroun, Mali et Madagascar. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça regroupe donc des aînés dans des pays africains francophones pour essayer non seulement de réfléchir sur les questions et les problèmes qui concernent les aînés quant à leur rôle et leur place par le passé, dans le présent et dans le futur, nous espérons. Et ça, c'est par rapport à nous-mêmes en tant qu'aînés. Mais nous aimerions aussi, par là même, puisque nous parlons de tradition, jouer aussi sur l'intergénérationnel, parce que nous savons que dans nos traditions africaines, c'était toujours un cycle de vie complet au village, dans la concession. La grand-mère avait un rôle particulier par rapport aux petits-enfants. Les plus âgés avaient toujours des responsabilités par rapport aux plus jeunes. Et donc, nous aimerions, à travers le RIFA et Chosan, revaloriser un certain nombre de nos traditions qui nous ont aidés à travers les siècles de pouvoir garder nos identités et nos traditions le plus près possible de la réalité. Voilà. Donc, pour Chosan et pour RIFA.
parole et lancer effectivement les discussions sur les aînés et les droits. On y va pour 28 minutes de discussion autour de cette thématique. Vous avez la parole. Je vais présenter très brièvement les droits de l'homme parce que c'est quand même un instrument fondamental qui interpelle tous les peuples, mais d'une certaine manière, et passer avec une transition sur la déclaration de Madrid concernant le vieillissement. Mais d'abord, rendre grâce à Dieu, au Seigneur, et de donner une prière à nos morts, parce qu'ils ont été nombreux à tomber, que ce soit ici au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique, comme dans le monde, et rendre aussi hommage aux pionniers dont les noms figurent désormais dans l'histoire juridique et sociale. Ces noms sont, si je ne me trompe, Eleanor Roosevelt, président du comité de rédaction de la Charte, le Canadien John Peters Humphrey pour la rédaction et le Français René Cassin pour le remaniement de la Charte. Voilà tous ces noms quand même qui ont été à l'origine de cette charte partagée par le monde entier. Il est bon d'en parler. Parler de la Déclaration des droits humains, c'est, de mon point de vue, convoquer les peuples, étant entendu que tous les peuples sont dans l'histoire et que chacun dessine son parcours dans l'espace où il évolue. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il n'y a pas de peuple supérieur par rapport à un autre, et que si on arrive à avoir une charte qui régit tous les peuples autour de la question des libertés, comme la Déclaration des droits de l'homme qui s'adresse à tous les peuples et à toutes les nations, et qui constitue une feuille de route, de mon point de vue, en matière de liberté, d'égalité, de protection de chaque personne contre les abus, les exactions, les tortures, les sévices et toutes sortes d'autres problématiques qui se posent pour les personnes. Cette charte repose sur des principes et des règles et des énoncés qui embrassent tous les aspects de la vie. Et c'est ça qui est un peu intéressant, que ce soit l'éducation, la santé, et bien le bien-être et le bien-vivre ensemble. Elle proclame cette charte, en substance, un idéal commun, prône l'amitié et la compréhension entre les peuples et les nations, favorise le progrès social, place la dignité et la valeur de la personne humaine au centre de nos préoccupations. Et donc, sans distinction de couleur, de race et de religion, comme de culture, ces droits s'appliquent à tous et naturellement aux aînés qui ont des besoins spécifiques, des préoccupations d'urgence en tout lieu et en toutes circonstances. Au même titre que les groupes vulnérables, dépendants des aînés, parce que souvent les groupes vulnérables dépendent des aînés, que ce soit les handicapés, que ce soit les enfants, la communauté internationale doit davantage prêter une grande attention aux personnes âgées. En cette période anniversaire des droits humains, c'est l'occasion pour nous, aînés, de rappeler au peuple, aux nations, leur devoir d'appliquer et de respecter et de faire respecter leur engagement pour la libération des femmes, des hommes et pour l'épanouissement de l'humanité. La famille, bien entendu, comme élément matériel de la société, doit bénéficier d'une protection accrue. Les aînés, qui occupent une place centrale, doivent bénéficier d'une attention toute particulière contre la maltraitance, l'agisme, la stigmatisation, l'exclusion, la torture, l'isolement, les sévices durant les conflits armés. Dans certaines contrées, on est informé que certains aînés sont jetés et abandonnés dans la bourse, sinon même massacrés, comme ça a été le cas, je crois, tout récemment au Nigeria,
où l'on a vu des aînés qui ne pouvaient pas se déplacer, qu'on a trouvés dans un village à Boko Haram pour quand même les exterminer. Alors, l'Afrique, dans ses belles traditions, n'a rien à voir avec ces formes de traitement des personnes âgées. Hélas, parce que ces personnes âgées sont toujours considérées comme des sages, les détenteurs du savoir est appelé à travailler avec toutes les générations. Mais les Nations Unies, en toute connaissance de cause et sur la base des valeurs universelles, a su réserver un traitement particulier aux personnes âgées, à la problématique du vieillissement, et c'est pourquoi on peut parler d'un plan d'action international depuis 1982, et le vieillissement de la population mondiale pose énormément de problèmes à l'humanité. La croissance exponentielle de l'âge avancé du fait de l'augmentation de l'espérance de vie préoccupe toutes les communautés, préoccupe tous les pays. Quand on voit de 600 millions à l'heure actuelle, ou un peu plus, à 2 milliards en 2005, ces projections doivent interpeller tout le monde. Alors, de Vienne à Copenhague, Madrid a pris le relais en 2002, qui a été une rencontre historique en présence de 160 pays pour l'élaboration d'un plan d'action international sur le vieillissement comportant deux parties. La première, c'est la déclaration de politique générale qui comporte 19 articles. Vous voyez que c'est touffu. Après une brillante introduction, il faut le reconnaître, du secrétaire général d'alors, M. Kofi Annan. Et deuxièmement, le plan d'action international qui comporte 132 articles, alors que la charte comporte, si je ne m'abuse, des droits de l'homme, 30 articles. Donc ces deux instruments sont renforcés par d'autres chartes et protocoles en Afrique qui viennent s'ajouter à la panoplie des recommandations auxquelles tous les États partis ont souscrit. C'est pourquoi les plaidoyers doivent être portés par toutes les générations et intensifiés dans nos pays en vue de répondre aux obligations qui sont, il faut le dire, qui ne doivent laisser indifférente aucune personne. Et là, la feuille de route que nous avons sur la question du vieillissement et qui interpelle tous les peuples est là. Dans le plan d'action, on n'a rien occulté, que ce soit la santé, que ce soit la participation des personnes âgées, que ce soit le traitement spécial à donner aux personnes âgées, rien n'a été en rade. Et je m'interroge sur le comportement des peuples, des pays, sur cette question, et surtout en Afrique, où on devrait accorder plus d'attention aux personnes âgées, plus de considération aux personnes âgées, et dès lors que d'ailleurs les personnes âgées sont organisées à l'intérieur de structures pour participer à l'effort de développement. Nous avons commencé avec le monde, l'état dans le monde, des personnes aînées et des droits, surtout par rapport à cette journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre, et l'action de la communauté internationale concernant
le vieillissement de la population. Et nous savons que par rapport à ce vieillissement de la population, l'Afrique va vieillir encore plus vite que les autres continents parce que l'Afrique a fait beaucoup d'enfants à un certain moment. Nous savons qu'à l'heure actuelle, la population, la grande partie de la population africaine est jeune. Donc, on nous dit l'Afrique est jeune, mais parce que l'Afrique est jeune aujourd'hui, dans 2 décennies, l'Afrique ne sera plus jeune et nous aurons un tsunami de têtes grises. Et si l'on n'y réfléchit pas maintenant, l'Afrique sera confrontée à des problèmes similaires aux problèmes qu'elle a aujourd'hui en ce qui concerne les jeunes, parce qu'on n'y a pas réfléchi avant. Bon, c'est vrai que les jeunes essayent de prendre des bateaux pour aller voir un ailleurs meilleur et finissent par nourrir les poissons dans l'Atlantique. Je ne sais pas les personnes âgées ce qu'elles feront dans 3 ou 4 décennies. Et il faut qu'on y réfléchisse maintenant, pas demain, pas dans une décennie. Donc ça, c'est en ce qui concerne, et c'est un problème mondial, ce vieillissement de la population. Maintenant, nous allons voir par rapport à l'Afrique, spécifiquement, comment se placent les aînés et les droits par rapport à la déclaration de Bamako qui fêtait son 20e anniversaire cette année. Je donne la parole à Ibrahim Abba. Concernant la thématique de la déclaration de Bamako, la déclaration de Bamako, peut-être qu'il faudrait le situer dans son contexte, c'est beaucoup plus un problème de gouvernance des peuples qui a posé, qui a amené l'OIF à mettre en place cette déclaration, mais ça part de l'esprit de Monton qui dégageait justement que les peuples doivent être gouvernés dans de bonnes conditions. Et cet esprit de Monton a amené dans le cadre des négociations de 1998 jusqu'en 2000, de grandes négociations entre les pays pour aboutir à la déclaration de Bamako. C'était justement pour préserver la démocratie, la liberté dans les pays francophones. Et cela était important parce que le contexte à l'époque, avant 2000, était des contextes de coups d'État, de prise de pouvoir, des tueries, des guerres qui faisaient que, dû effectivement à l'ascension ou à la conservation du pouvoir, qui faisait que cela a été un élément de base des négociations. Alors, Bamako, c'est beaucoup plus pour protéger le peuple, mettre le peuple dans des conditions de gouvernance relativement apaisées, pour que les pouvoirs puissent se transmettre dans des conditions raisonnables de passation de pouvoir. Et c'était l'esprit qui a motivé la déclaration de Bamako. Il faut dire que si nous revenons dans notre contexte actuel, la situation, c'est vrai, n'est pas très complètement réglée, mais quand même il y a eu des avancées. Parce que maintenant, le dispositif juridique au niveau des pays ont permis un peu d'encadrer un peu la passation du pouvoir. C'est vrai que dans certaines zones, dans certains pays, on constate qu'il y a certaines déviances qui sont constatées dans la mise en œuvre justement de ces instruments juridiques constitutionnels pour installer des pouvoirs ou maintenir des pouvoirs en fonction de cela. Je pense quand même que le processus est enclenché, est bien enclenché, et je pense que si nous maintenons le cap, nous parviendrons effectivement à mettre en place des états de droit qui respectent les libertés. À ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses encore à faire que nous essaierons d'accompagner avec la nouvelle génération pour aboutir à cet esprit. Mais dans ce contexte de démocratie et de liberté, la liberté, c'est l'individu, la démocratie, c'est pour le peuple, mais pour l'individu, c'est aussi une question de bien-être. C'est aussi un droit, mais aussi une obligation pour nos États de trouver justement à nos populations le bien-être qui est la raison d'être d'une communauté. Ce bien-être ne doit pas être catégorisé ou singularisé, mais ça doit être quelque chose de partagé par rapport à toutes les communautés, à toutes les franges de la population. Et il est quand même important que les personnes du troisième âge
soit pris en compte. C'est pour ces raisons, je remercie Biram pour son introduction, parce que là, si l'on peut dire balayer tout l'espace de la question concernant les personnes du troisième âge, je veux simplement y rajouter que l'Union africaine avait pris l'initiative de mettre en place un protocole pour la protection des personnes du troisième âge. C'est parti de la déclaration de Kigali, qui avait dégagé un peu de 2003, qui a dégagé un peu l'esprit de protection des personnes du troisième âge en termes de santé, en termes de protection sociale, en termes d'emploi, en termes de liberté, qui permettent justement aux personnes du troisième âge de pouvoir vivre leur vie avec leur compréhension et leur adaptabilité. C'est vrai que ce protocole qui a été mis en place par l'Union africaine, le grand dommage, c'est que sur les 54 pays membres de l'Union africaine, il n'y a que 17 qui ont signé ce protocole. Et dans ces 17, il n'y a que 3 pays qui ont ratifié. Donc, un gros travail à mener pour d'abord faire accepter la signature de ce pays-là en tant que pays, pour dire que nous sommes d'accord pour ce protocole, et aussi arriver à faire ratifier, parce qu'il faudrait, pour que ce protocole puisse être opérationnel, qu'il y ait une ratification de 15 pays pour pouvoir mettre en œuvre justement ce protocole. Alors là, c'est un problème de plaidoyer qui reviendra aux organisations du troisième âge de mener ce travail-là. Donc, cela, effectivement, montre la situation actuelle. Ça veut dire que la préoccupation, comme disait Ndeye-Marie, la préoccupation actuelle de nos pays, c'est la jeunesse. Leur préoccupation, parce que s'ils s'engagent, effectivement, ils signent et ratifient le pays, toutes les obligations liées à ce protocole seront redevables. Et comme ils ont des questions qu'ils n'ont pas encore réglées au niveau de la jeunesse, il me semble, selon mon appréciation, qu'ils reportent effectivement cette signature pour régler la question de la génération jeune. Mais je pense que c'est peut-être une mauvaise lecture, parce que comme nous sommes en train de le faire, l'intergénérationnel permet justement de régler les problèmes qui sont des préoccupations de la jeunesse. Je pense que c'est un travail à mener, le travail de plaidoyer pour d'abord faire signer ce protocole par beaucoup de pays et aussi faire ratifier ce protocole-là. Il est heureux que l'Organisation mondiale de la santé puisse, je pensais suite à la conférence de Madrid, que l'OMS a pensé mettre la décennie du vieillissement en santé, qui démarre en 2020-2030, qui doit être portée. Et je pense que nous devons justement ensemble travailler pour aider l'OMS à mieux porter ce projet-là pour qu'on puisse avoir des résultats concrets. Je pense que là, nous avons vraiment un champ très large de discussion par rapport aux droits et aux personnes aînées. Le protocole de Kigali face à la déclaration de Bamako ou la déclaration universelle des droits de l'homme, parce que c'est beaucoup plus spécifiquement vers les aînés africains qu'il s'agit de regarder, et que la responsabilité de nos États est vraiment mise en lumière, et leurs hésitements nous montrent bien que parfois on pense régler un problème en mettant de côté un autre problème, alors qu'en les mettant ensemble, on pourrait trouver une solution.
Donc, en mettant les questions de jeunesse et les questions d'aînés, on pourrait trouver des voies et moyens de faire travailler ces deux bouts du continuum de la vie et de trouver des solutions telles que dans nos sociétés traditionnelles, on avait trouvé des solutions pour faire en sorte que jeunes et moins jeunes puissent vivre ensemble et en harmonie. Alors, nous pouvons peut-être laisser la parole à ceux qui sont en ligne et qui aimeraient poser des questions. Moi, j'allais poser la question, en fait, par rapport à la ratification du protocole de Kigali, mais tu nous as donné, Ibrahima, un certain éclairage du pourquoi ça tarde à être ratifié, à être signé et à être ratifié. Merci. Compte tenu justement de tous ces chantiers qui ont été menés depuis, quelles sont effectivement les évolutions concrètes que vous avez pu constater et quelles sont celles qui méritent d'être améliorées? Vous avez donné quelques pistes, mais je souhaiterais avoir quelques précisions à titre personnel. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces évolutions depuis le temps qu'il y a eu effectivement ces signatures? Bon, pour le protocole sur la protection des personnes du troisième âge, c'est depuis si l'on peut dire, le guide de la mise en place du protocole, il n'y a que 17 pays qui ont eu à signer le protocole pour dire qu'ils s'engagent à mettre en œuvre les directives de ce protocole. Mais malheureusement, les pays ne les ont pas soumis à leur parlement pour qu'il y ait force de loi. Et ce qui fait qu'il n'y a que 3 pays. Peut-être tu cherchais tout à l'heure les pays qui... Le Sénégal n'en fait pas partie, malheureusement. Il faut le dire d'avance. Donc, le Sénégal n'a ni signé ni ratifié. Donc, je pense que c'est un point de recherche et de plaidoyer, parce que je pense que c'est des éléments assez importants à prendre en considération. Donc, c'est dans la situation que nous vivons pour ce qui concerne le protocole. Maintenant, du point de vue de la démocratie, je pense quand même qu'au niveau de l'Afrique francophone, il y a beaucoup d'évolutions. Parce que l'OIF a mis en place un dispositif de sanctions pour le non-respect de la démocratie en termes d'accompagnement, d'appui de l'OIF pour ces pays. Mais si ces pays-là ne respectent pas la démocratie, l'OIF s'est donné comme moyen de sanctions par rapport à ces pays-là de ne pas pouvoir respecter cela. Eh bien, c'est une question assez pertinente d'ailleurs sur les évolutions concrètes que nous vivons dans nos pays. Je puis vous informer, je peux vous dire que l'année dernière, le professeur Koumé, avec ses pairs dans la sous-région, et tous se sont retrouvés à Dakar. C'était une réflexion sur un plan d'action CEDEAO, adopté avec le budget, et la conférence des ministres a approuvé. Il ne reste plus que la conférence des présidents. Par ailleurs, au Sénégal, nous avons réussi à fédérer toutes les organisations de personnes âgées, et c'est ce mois dernier, précisément le 19 novembre, qu'on a pu présenter un document comportant toutes les préoccupations des aînés et sur le rôle et la place des aînés dans le développement. Parce qu'en Conseil des ministres, le président lui-même l'avait demandé. Et nous espérons qu'avec le plan d'action national et cet instrument-là que nous avons mis entre les mains de la République, nous espérons que on avancera dans le processus d'implication des personnes âgées dans tout ce qui préoccupe la vie nationale. Je termine en disant tout simplement que notre ami a raison, Ibrahima a raison, c'est notre préoccupation, parce qu'on met en place des protocoles, on met en place des recommandations, et les gens sont là présents. Quand ils quittent ces séances, retournent chez
dans leur pays respectif, mais plus personne n'en parle. Le suivi ne peut se faire que à travers les organisations de personnes âgées et aussi avec les jeunes, justement, parce que les personnes âgées vont avec les jeunes. Sans les jeunes, les personnes âgées n'avanceront pas. Et sans les personnes âgées, les jeunes auront du mal aussi à avancer. Et c'est un plaidoyer fort qu'il faut faire, mais aussi des actions fortes sur le terrain pour amener les gouvernants à accepter de fait, même si on ne signe pas, la présence des personnes âgées en leur donnant tout ce que, eh bien, tout respect et toute considération dans le processus de développement. Je vais juste compléter, comme il a si bien dit, le devoir de mémoire, nous devons l'assurer, mais que le droit de mémoire, c'est la jeunesse, parce que de toute façon, c'est un processus inéluctable. On est jeune aujourd'hui, on sera vieux demain. Donc, il faut accompagner les vieux d'aujourd'hui pour que demain, cette question soit réglée avant votre arrivée à cet âge-là, des personnes âgées. Je pense que le combat est un combat commun. Ce n'est pas justement la génération de personnes de troisième âge qui doit mener le combat, c'est la jeunesse aussi qui doit l'accompagner parce que nous allons avoir des éléments de vieillissement parce que de toute façon, on le souhaite tout le monde de vivre longtemps, donc on tendra obligatoirement vers la vieillesse. Donc, il faudrait justement accompagner pour que les dispositifs juridiques d'accompagnement, les plans d'action puissent être mis en œuvre et peut-être qu'au moment où vous serez à l'âge âgé, ce processus arrivera à un niveau de maturation. Parce que si ça n'a pas été fait, avant d'arriver au niveau de maturation, le flux qu'on va avoir de personnes de troisième âge, comme dit, ce sera une tsunami, parce qu'aucun dispositif, aucune mesure n'est mise en place, ce qui fera qu'il n'y aura pas justement des mesures de résilience conséquentes par rapport à la prise en charge des personnes du troisième âge. Merci pour ces précisions, merci de m'avoir donné comme ça sur le vif votre point de vue. Maïmouna, justement, quand on atteindra le grand âge, pas quand on sera vieux, on ne sera jamais vieux là, et vous n'êtes pas vieux, vous avez un grand âge, d'accord? C'est le grand âge. Donc quand on aura atteint aussi ce grand âge, finalement le combat commence aujourd'hui. Donc on a le combat de notre génération plus ceux à venir. C'est ce que je vois. Donc nous avons aussi un combat à mener à partir de maintenant pour accompagner tout cela et puis pour pouvoir voir les résultats, comme tu le dis, quand nous serons vieux. Non, quand nous aurons atteint l'âge de la majorité, de la maturité en fait. C'est ça. Ainsi donc, nous savons que c'est aujourd'hui que commence ce plaidoyer pour avoir des stratégies, avoir des alternatives en ce qui concerne ce vieillissement de la population en Afrique. Et cela doit se faire en intergénérationnel et pas en isolement, un groupe d'un côté, l'autre groupe de l'autre. Et le plaidoyer qu'il va falloir vraiment déployer auprès de nos États et les sections nationales, je vous attends avec des propositions. Il faut le faire et le faire avec du forcing, surtout dans le cadre de cette décennie du vieillissement en santé établie par l'OMS 2020-2030. Alors, je pense que là, nous allons continuer le déroulé de notre émission. Nous allons donc passer à notre rubrique santé. Et c'est au tour de Maïmouna, une de nous qui nous épaule, qui nous accompagne, surtout du point de vue de la technique, parce que pour exploiter le questionnaire que nous avions envoyé cet été sur comment vont nos aînés, votre parole compte, nous avions été vraiment très secoués par
la vulnérabilité des personnes âgées en ce qui concerne la pandémie du Covid et nous voulions savoir comment vont nos aînés. Voilà, je donne la parole à Maïmouna Diop. Moi, je vais vous présenter quelques réponses en fait qu'on a obtenues par rapport au questionnaire fait dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre 2020, qui sera révisé pour l'organisation du premier sommet international des aînés africains et de ses diasporas prévu lors du centenaire de M. Amadou Mahtar Mbow le 20 mars. Nous avons obtenu 55 réponses. D'ailleurs, je vais vous partager mon écran. Ça va être plus facile, je pense. Donc, nous avons eu, comme je disais, 62,3% de personnes âgées entre 70 et 79 ans. Parmi eux, la majorité est constituée de femmes. Puis, ils ont la plupart des enfants et des petits-enfants. De même, en fait, 94,3% vivent en milieu urbain. La majorité a fait des études, dont les études universitaires. Donc là, nous avons la majorité qui est à la retraite présentement, mais quand même, nous avons 11,8% des répondants actuellement qui exercent une activité comme professeur, consultant, conseiller économique. À la question, si vous êtes à la retraite, bénéficiez-vous d'une pension de retraite? Nous en avons 88,9% qui ont répondu oui. Pour la couverture maladie aussi, il y a la majorité qui en bénéficie actuellement. 77,4% se considèrent être en bonne santé. Donc, à la question, considérez-vous que vous être en bonne santé? Sinon, de quoi souffrez-vous? Nous avons eu beaucoup de réponses, surtout par rapport au diabète. Donc, on peut dire que, par exemple, 70% disent avoir le diabète présentement. Puis, par rapport aux activités sportives, 61,5% disent en pratiquer une. Comme exemple, nous en avons surtout la marche qui est citée, la gymnastique, le vélo, entre autres. Donc, la question, y a-t-il des services qui existent actuellement et auxquels vous aimeriez avoir recours, mais ne le faites pas? Donc, nous avons 42% qui répondent non, mais quand même 22% qui disent oui. Ces activités sont, par exemple, yoga et natation, poursuivre des études religieuses, celles relatives à la filière d'expertise comptable, encadrement de jeunes diplômés, apprentissage de la broderie, cours d'informatique, formation des femmes en gestion. Par rapport à la question, qu'est-ce qui vous empêche d'y avoir recours? On a le temps de mieux exercer, je suis âgée et je veux être disponible pour la famille, la structure et l'organisation, le manque de temps et de motivation, mauvaise gouvernance mauvaise, de l'aide, l'âge aussi. Donc, par rapport aux activités sociales, nous en avons 95% qui participent surtout au mariage, aux enterrements, au baptême. D'autres activités pratiquées, ce sont les activités associatives, soigner des patients, activités religieuses, prières dominicales, entre autres. Les moyens de communication utilisés le plus sont, par exemple, d'abord, nous avons la télévision. Il y a aussi les médias de masse comme Facebook, les courriers électroniques. Par rapport au transport et déplacement, nous avons 61,5% qui disent qu'ils sortent de 2 à 5 fois par semaine, surtout pour aller faire des courses. Il y a aussi 36% qui disent sortir pour aller visiter les amis, la famille, les malades aussi. Pour le mode de transport le plus utilisé, nous avons le véhicule personnel,
mais aussi des taxis. Donc, nous allons citer quelques points par rapport au rôle. La plupart des aînés qui ont répondu disent que leurs enfants et leurs petits-enfants leur rendent visite assez souvent, fréquemment. Et donc, je pense que, Tata Marie, je pourrais continuer, mais aussi il y a en fait d'autres questions, d'autres réponses qui seront peut-être mieux traitées lors du sommet, du premier sommet des aînés, mais ça dépend de vous, je pourrais continuer aussi. Il y a plusieurs réponses qui restent à lire en fait. Merci Maïmouna. Je pense que ce bref aperçu des résultats provisoires de notre questionnaire montre bien que la plupart des gens qui ont répondu, la plupart des personnes qui ont répondu sont des personnes qui ont fait des études supérieures. Tout à fait. Sont des personnes qui sont retraitées avec une pension. Oui, c'est ça. Et sont des personnes qui vivent dans des villes. Dans des villes, effectivement. Donc, en fait, ce n'est pas représentatif de la population ou des populations africaines. C'est pourquoi il va y avoir une deuxième relance du questionnaire, en fait. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait que l'on remodèle le questionnaire afin de pouvoir se mettre au niveau des populations villageoises, périurbaines, etc., et qui puissent se sentir concernés. Voilà. C'est peut-être le commentaire qu'on peut tirer des résultats de ce spécimen de réponse par rapport au questionnaire. Oui, c'est ça, parce que nous voyons aussi que la majorité bénéficie d'une pension de retraite, d'une couverture médicale. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une grande représentativité par rapport à la population qui vit dans le milieu rural en Afrique. Donc, ce qu'il faudra faire, comme vous dites, revoir le questionnaire, puis aller vers ces personnes aînées-là, même s'ils ne peuvent pas lire, que quelqu'un soit à côté pour pouvoir traduire et voilà, qu'on puisse recueillir les vraies, en fait, réponses pour pouvoir construire à partir de cela quelque chose de concret. Ok, donc là maintenant, c'est la rubrique culture et dans culture, la gastronomie. Énormément de gens pensent que la gastronomie, c'est juste quelque chose du quotidien. On mange tous les jours, on a au moins 3 repas, un petit déjeuner, un dîner. Et donc, ça fait pas partie de ce qu'on appellerait la culture. Mais nous savons parfaitement que ça fait partie de la culture. Lorsqu'on parle du riz au poisson au Sénégal, on sait ce que ça signifie. Lorsque l'on parle de la sauce graine ou du poisson braisé en Côte d'Ivoire ou du djumblé, on sait que ça appelle quelque chose en nous. Je ne sais pas, Jean-Marie, au Gabon, si vous avez comme ça un plat spécifique ou des plats que lorsqu'on en parle, les gens savent qu'on parle de leur racine. Oui, il y a le concombre qui ne se fait peut-être pas en Afrique, ou bien les feuilles de manioc que vous n'avez pas là-bas en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un plat qui est réclamé, qui est connu de tout le monde. On ne peut pas arriver dans un village ou bien dans une invitation si on n'a pas un plat de feuilles de manioc. Donc, on en parlera le moment venu. Ok. Donc, nous savons que la gastronomie fait partie de nos cultures et nous touche au plus profond de nous-mêmes. Alors, certains plats, on sait comment c'est venu ou pourquoi c'est fait comme ça.
mais d'autres, on ne sait pas. Alors, le riz au poisson au Sénégal est très spécifique. Le riz au poisson est un de nos des conséquences de la colonisation. Parce que avant la colonisation, nous avions beaucoup de plats avec du mil. Le riz ne faisait pas partie de notre alimentation. Mais lorsque les Français ont voulu utiliser nos terres pour cultiver les arachides pour les entreprises en France pour l'huile et le savon, Marseille et Bordeaux, ils nous ont obligés à faire une monoculture de l'arachide. Et donc, nous ne pouvions plus utiliser nos produits naturels pour notre alimentation de tous les jours. Ils sont allés chercher les brisures de riz des usines de riz d'Indochine et nous ont dit, mangez ça. Alors moi, je me souviens, jeune, tous les soirs après l'école, on nous donnait dans une calebasse un certain volume de riz et on devait trier le riz. D'abord, on prenait les bérets qu'on avait parce que ça adhérait avec la paille du riz. Et puis après, on enlevait les cailloux, les petits cailloux. Et ce riz, en France, était appelé riz pour oiseaux. Et c'était en général donné aux animaux. Mais nous, on nous l'a imposé comme nourriture. Et à Saint-Louis, qui est une ville du patrimoine mondial, il est compté qu'une femme qui s'appelait Penda Mbaye a inventé ce qui est devenu aujourd'hui ce plat national qui est le riz au poisson et que l'on fait avec du poisson, en général du mérou ou de la dorade ou même aussi de l'espadon, mais il faut du gros poisson et toutes sortes de légumes, carottes, ignames, patates douces, etc. et de la tomate. Alors, on peut avoir la version rouge, donc avec la tomate, ou la version blanche, et on l'appelle dans ma langue wolof, donc tieb c'est riz, tieb ou djun c'est poisson, riz au poisson. Alors, riz au poisson rouge ou riz au poisson sans la tomate donc blanc, et on appelle ça dans ma langue tieb ou tatunen, c'est-à-dire tieb sans culotte. Bon, voilà. Alors, ce riz au poisson est tellement célèbre que maintenant, le Sénégal a décidé cette année de l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et je dois vous dire que je suis un petit peu étonnée de lire dans les commentaires par rapport à cette demande d'inscription qu'il y aurait une rivalité entre le jollof rice Ghana-Nigeria et le riz au poisson Sénégal. Mais moi, de ce que je connais du jollof rice, parce que je l'ai mangé au Ghana, je l'ai mangé au Nigeria, je l'ai mangé en Gambie, c'est du riz avec de la viande, pas avec du poisson. Alors peut-être qu'on ne parle pas du même jollof rice, mais ça n'a rien à voir entre guillemets avec le riz au poisson. C'est fait à peu près de la même manière, rouge, mais c'est avec de la viande ou avec du poulet, mais pas avec du poisson. Donc, le Sénégal est le pays qui le fait avec du poisson et je suis tout à fait, je suis vraiment étonnée que l'on dise qu'il y a une rivalité entre le jollof rice du Ghana et du Nigeria et le riz au poisson, le tiebou-djen Penda Mbaye du Sénégal. Bon, je n'ai pas encore demandé à discuter avec les gens ici au Sénégal qui sont responsables du traitement de ce dossier pour être mieux éclairés par rapport à ce soi-disant conflit entre le jollof rice, comme je dis, qui est un riz à la viande, et le tiebou-djen, riz au poisson, qui est fait avec le poisson. Voilà, alors je pense que si vous avez des questions, je suis disposée à y répondre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour la fin de notre émission. Merci.
Ben, moi, je voudrais simplement dire que Marie a encouragé le Sénégal à le faire parce qu'en fait, en Afrique centrale, ce riz sénégalais est connu de tout le monde en Afrique centrale. Il est servi sur les chantiers forestiers, il est servi sur les chantiers qui élèvent les maisons, tout ça, immobilier. Donc, ce qui fait que partout dans nos sociétés, dès lors qu'il y a une société qui se crée et qui vient à manger, il y a toujours une bonne dame qui vient vendre son riz sénégalais. Donc, il est plus connu certainement, nous, dans nos pays d'Afrique centrale. Et le riz à la viande, très peu, on ne le connaît pas, mais c'est beaucoup plus le riz sénégalais qui, tout le monde le mange ici. Merci Jean-Marie. Je sais qu'en RDC, j'ai une amie qui est donc la présidente de RIFA RDC, Marie-Thérèse, qui ne connaissait pas du tout le riz au poisson et qui l'a adapté et qui l'appelle le riz aux 7 légumes. Non, au Gabon, il est fait franchement avec la tomate et tout, hein, du riz au poisson. Et tout le monde en raffole. Merci Jean-Marie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres contributions, commentaires? Ibrahima, je peux? Ibrahima, oui, Ibrahima. Oui, je voulais plutôt quelques réflexions, parce que je pense que les Tchéboudiennes, son origine, c'est Saint-Louis. Riz au poisson, Saint-Louis est une ville de pêche. Donc, il y a une bonne disponibilité de poissons de qualité qui a fait qu'il y a une adhérence entre le Tchéboudienne et Saint-Louis et la pêche. Le riz Jolof, le Jolof, c'est une zone pastorale où il y a beaucoup plus de viande qu'autre chose. Donc, ce qui ont fait, c'est pour ces raisons, il y a cohérence entre le riz Jolof et le riz Jolof qui adopte comme élément la viande et riz au poisson Saint-Louis, parce que l'origine, je pense, l'origine de l'idée, le Jolof, c'est une zone pastorale. Donc, c'est la viande qui est dominante dans cette zone. Donc, ça peut être une certaine cohérence du point de vue de l'appellation des deux riz, riz Jolof et riz de Saint-Louis. Je pense que c'était des éléments d'appréciation. Mais maintenant, je viens de Saint-Louis. J'ai mangé les deux types de riz parce que le riz fin, les brisures, c'est un cas. Il y a aussi le riz entier maintenant avec effectivement la production du riz local à Saint-Louis qui fait que les gens ont la possibilité d'avoir les deux types de riz, les brisures et le riz entier par rapport à la préparation du riz au poisson. Vraiment, mais moi, je dois avouer que pour moi, le riz au poisson n'est riz au poisson que lorsque c'est avec brisure de riz. Je vois la main de mon cher Biram levée. Alors, Biram, à toi. Très bien, c'est intéressant et merci beaucoup encore une fois, Marie, d'avoir fait une bonne présentation de ce plat national. En réalité, le Sénégal est pourvu de côtes d'une longueur de côte et sur toute la côte et particulièrement à Saint-Louis, comme en a parlé mon ami Ibrahima Ba, qui aurait dû m'inviter à Saint-Louis à manger du riz au poisson quand même. Alors, mais ma préoccupation un peu, c'est le riz au poisson. D'accord. Mais là, je me préoccupe aussi de l'alimentation des personnes âgées en matière de riz au poisson. C'est vrai, il y a le Tchéboudienne, c'est-à-dire un peu sec. Il y a le Tchéboudienne, Bounoï, c'est-à-dire un peu plus pâteux. Et c'est toujours le Tchéboudienne. Qu'en matière culinaire, il serait intéressant que, nous le savons d'ailleurs, qu'une personne âgée se plaît à manger son Tchéboudienne, mais que ce soit un Tchéboudienne vraiment boutoy. Autre chose, c'est un peu les liens qu'il peut y avoir entre les pratiques culinaires, entre nous, Africains. Tout à l'heure, notre ami Jean a parlé des feuilles de manioc. Mais les feuilles de manioc sont prisées aussi au Sénégal dans ce qu'on peut appeler le bourakhé, que l'on peut préparer, etc. Bon, en fait,
il y a ça. Mais la particularité du Sénégal, effectivement, c'est le Tchéboudjen qui est reconnu au terroir, dans la sous-région en Afrique et même dans le monde. Je pense que le Tchéboudjen a été bien choisi et qu'il faudrait que le plaidoyer se fasse autour de cette question tout en tenant compte du ventre de chaque individu, du ventre des jeunes et du ventre des personnes âgées. Je vous remercie. Merci Biram. En fait, le riz au poisson, comme tu dis sec, en Wolof ça dit wesseng. Et le riz au poisson qui est un peu plus mouillé, on dit boutoy. Donc, c'est vrai qu'on a toute une gamme de possibilités de faire ce riz au poisson avec ou sans tomate, wesseng ou pas wesseng, etc., etc. C'est vraiment, vraiment un plat qui nous appartient. Mais comme je dis, son histoire fait que nous l'avons quand même inventé parce que prise en tenaille par les besoins économiques du colonisateur. Voilà. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus, que c'est quand même quelque chose que l'on a, c'est la résilience de la femme africaine pour nourrir sa famille et qui a inventé ce plat qui est devenu maintenant non plus juste un plat national, mais pratiquement un plat international. Voilà, alors je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre attention et à très bientôt sur Afrique Première. Ah ben non, on ne pas comme ça, il faut d'abord qu'on s'applaudisse, qu'on se congratule, qu'on s'auto-congratule. Ah oui. Voilà. Oui, Mélina, c'est bien de recadrer. Mais oui, il faut qu'on s'auto-congratule. Qui le fera à notre place? Surtout que Maïmouna et moi, on doit se battre pour ce grand âge qui arrive à grands pas, n'est-ce pas? Merci. Vous avez encore le temps, mes chéris. Ah, le temps, hein, avec cette année 2020, on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout. Oh, on sait pas, le temps passe vite en plus. Merci. Oui, mais Covid a bien montré que sa préférence, c'est nous. Oui. Et même le vaccin, c'est encore vous. Enfin, décidément, vraiment, cette année 2020. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle émission. J'invite la jeune génération vraiment à s'impliquer. Si vous voulez, ça vous intéresse effectivement d'être des stagiaires à Afrique Première, n'hésitez surtout pas, au contraire, parce que vous serez accompagné justement de ces belles personnes et pas simplement effectivement du RIFA Sénégal, mais de tous les RIFA cités effectivement par Dé et Marifal en début d'émission. Donc en fait, c'est vraiment les aînés francophones et d'Afrique francophone particulièrement. Si vous êtes passionné des mondes africains, eh bien ça nous ferait plaisir effectivement de vous avoir avec nous pour que nous puissions rehausser l'éclat de cette belle émission. Merci Mélina, effectivement, c'est parce que vous nous aidez, c'est parce que vous nous soutenez, c'est parce que vous nous dites vous êtes capable, vous pouvez, ce n'est rien de sorcier, il suffit simplement de le vouloir et de s'y mettre. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris et je voudrais te remercier à travers toi Africa Mondo, qui est un partenaire spécial du collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, ainsi que le RIFA, qui est membre du collectif. Donc, nous voyons en fait que non seulement nous avons une pluralité de personnes et de personnalités à travers l'Afrique francophone et la francophonie, mais nous avons aussi une pluralité d'entités qui travaillent ensemble pour ces ponts à construire par-dessus l'Atlantique entre l'Afrique et ses diasporas. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, notre initiative est dans le champ des médias, de l'information numérique,
Et c'est unique en Afrique pour lier les jeunes et les aînés afin de cheminer ensemble dans cette nouvelle ère numérique à l'africaine. Donc, on espère que d'ici 2022, pourquoi pas, nous ayons un très beau studio où on pourra effectivement être ensemble et que nous pourrons inaugurer cela de fort belle manière. C'est comme ça que les grandes actions commencent. On commence parfois dans le garage. Là, on commence de façon totalement dématérialisée, mais c'est tout aussi beau puisque nous sommes à la fois au Sénégal, à la fois à Montréal, à la fois au Gabon et puis partout dans le monde où on peut discuter et échanger. Mille merci. Prochaine émission dans un mois. Et puis donc passez de bonnes fêtes de fin d'année, si on peut dire cela comme cela. En tout cas, débutez bien l'année 2021. On aura l'occasion de se revoir et j'espère avec beaucoup de plaisir.